bonjour à tout le monde et ravi de vous accueillir à nouveau pour un nouveau temps de webinaire, hein, comme on en a fait quelques-uns déjà depuis l'année dernière. C'est un rendez-vous qui, a priori, plaît, puisqu'on a du monde, on a des nouvelles personnes, puis d'autres qu'on connaît, là, et qu'on suit depuis déjà de nombreuses années. Donc, ce temps d'une heure pour parler des manutentions manuelles, et donc avec qui? Eh bien, Cyril Joubert, que certains connaissent, hein, qui est de l'entreprise Novergo, qui aura l'occasion de se présenter. Et puis toujours, évidemment, l'événement organisé en partenariat avec Stéphanie, avec la CARSAT, hein, avec qui on est ensemble depuis la première heure sur ces sujets de santé performance et en particulier prévention des TMS. Et puis également avec le soutien et relais de l'ARIA, syndicat des entreprises agroalimentaires, qui a aussi maintenant mis ce sujet, alors peut-être pas les manutentions manuelles, mais en tout cas le sujet de la santé-sécurité au rang de ses priorités. Donc, juste pour vous dire, du coup, la diapo d'après, Cyril, qui présentait nos noms, mais viens de le dire, donc on va passer assez vite dessus. Donc, nous sommes 3 autour de la table. Donc, Stéphanie regarde, et elle le redira d'ailleurs, ce qui se passe au niveau de la discussion du chat pour vraiment recueillir vos questions. Donc, elles seront traitées, pas au fur et à mesure de leur apparition, mais en tout cas, elles sont lues et elles seront traitées au cours du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si ce n'est pas des questions, ça peut être des commentaires. Donc, voilà, la parole, ou en tout cas le clavier est à vous, voilà. Et puis, donc pour vous dire que ce cycle de webinaire, donc c'est juste la diapo d'après, Cyril, le temps que les uns ou les autres arrivent. Ce cycle de webinaire qu'on a lancé donc avec Stéphanie là, au mois de novembre dernier, donc Stéphanie Chalet, donc je lui donnerai la parole juste après, qui a commencé avec l'utilisation des 5e pour analyser les ATMP, et puis un autre sur exosquelette, le dernier sur concilier hygiène sécurité dans la conception rénovation des locaux, celui d'aujourd'hui, hein, faciliter les manutentions manuelles, et puis le prochain à noter, hein, donc à vos agendas pour le 30 mai prochain. Enfin, on a laissé passer le mois d'avril, le 30 mai prochain sur logistique, expédition, etc. Donc, encore une fois, donc ces risques spécifiques liés à ces activités. Voilà. Donc, rien de plus à vous dire, si ce n'est qu'il y a un enregistrement. Donc, Stéphanie, tu as l'enregistrement du webinaire. Donc, ce qui veut dire que pour ceux qui ne pourraient pas aller jusqu'au bout, qui ne l'auraient pas suivi, ils ont le lien de replay. Et puis, on partage également le PowerPoint qui va vous être présenté, que vous pourrez également télécharger. Voilà, donc Stéphanie, je te laisse la parole. S'il y a des choses que je n'ai pas dites, tu peux compléter. S'il y a des choses que tu veux dire en plus, c'est à toi. Tu as absolument tout dit. On a choisi effectivement de vous reparler des manutentions manuelles parce qu'effectivement, cause encore très fréquente et d'accidents du travail et bien sûr de maladies professionnelles et de TMS dans l'agroalimentaire. Donc, c'est un sujet toujours aussi important. On travaille donc avec Cyril Joubert de Novergo depuis maintenant de nombreuses années sur la région Rhône-Alpes et notamment dans l'agroalimentaire. Et puis, ça permet d'assurer quand même une veille technique sur ce sujet-là, puisque le matériel, il évolue en continu, hein, de manière permanente. Il y a toujours de nouvelles petites informations, de nouveaux types de matériel qu'il est intéressant de faire connaître. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Cyril. Bon. Il va nous faire cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, 4e webinaire sur faciliter du coup maintenant les manutentions manuelles dans l'agroalimentaire. Donc je présente brièvement Novergo, ce ne sera pas le but d'aujourd'hui, hein, mais voilà, on a un cabinet d'ergonomie dans la région Rhône-Alpes, on intervient sur toute la France et on intervient autant sur la conception de postes de travail à l'unité que sur des lignes, ateliers, sites industriels. Voilà, on peut aller jusqu'à des conceptions d'usines. Je renvoie à un article dans Travail et Sécurité. On travaille aussi sur la conception des bâtiments, donc programmation, maîtrise d'œuvre et aménagement d'espace. Puis après, formation, des certificats IOPI, aménagement de situation pour les personnes handicapées et du réglementaire, hein, accessibilité, prévention des TMS et autres. Voilà. Donc, au sommaire de cette heure, alors cette heure intégrant les questions-réponses à la fin, donc vous êtes invités à poser les questions et puis du coup Stéphanie les notera pour la fin de la présentation et du coup un jeu de questions-réponses. Voilà. Donc en guise de sommaire, on va essayer de structurer un peu la présentation avec plusieurs thématiques, donc tout ce qui a trait à de la palette, puisqu'on retrouve généralement de la palette en entrée et en sortie de cycle de production.
autant sur la réception que sur l'expédition. Après, on va voir tout ce qui est attrait à du déplacement dans l'usine, à de la mise à niveau, à du transfert, à de l'emballage. Généralement, on se retrouve en fin de production. Et après, on aura une petite partie bonus. Voilà. Et puis, si vous voulez suivre un peu où on en est, en haut, vous aurez un fil d'Ariane en permanence. Hein. Comme ça, vous verrez sur chaque partie à peu près où on se situe. Voilà. Donc, au niveau des palettes, la première chose qu'on revoit souvent, c'est des gens qui viennent prendre une palette manuellement, la faire tomber d'un tas ou au contraire la remettre sur un tas. Il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle des stockers de palettes qui permettent tout simplement si on est en mode prise de palettes, le système va en permanence créer un petit espace en laissant juste une palette en bas. Et quand on a besoin de récupérer une palette pour ne serait-ce que palettiser son produit, on vient avec le transpalette, la palette est déjà disponible. Et dès qu'on va la prélever, le système va en descendre une au sol. Voilà. Et à contrario, dans l'autre sens, quand on a besoin de recharger le système, on arrive avec sa palette, le système va la prendre. Et à chaque fois qu'on va revenir avec une palette, il va la prendre. Voilà. Il faut savoir qu'un stocker de palettes, le cariste peut arriver et charger son lot de palettes ou décharger un lot. Voilà, donc c'est autant utilisé pour un individu à l'unité quand il vient prélever ou déposer une palette que pour le cariste qui vient enlever tout un lot ou au contraire réapprovisionner une unité de conditionnement, par exemple. Voilà. Donc le seul point de mise en garde à faire, c'est la place. Il faut prévoir une implantation, parce qu'après, ça vient quand même se fixer pour être sécurisé. Et puis, effectivement, plus on a de palettes, plus ça monte. Donc, il faut un minimum le sécuriser et puis prévoir l'alimentation qui va avec. Voilà. Ensuite, il y a la notion de gerbeur. Alors, l'intérêt du gerbeur, quel est-il? Il est de pouvoir notamment récupérer, quand on a des palettes ou des demi-palettes gerbées, récupérer la palette du dessus. Voilà, plutôt que d'avoir à dépiler avec des hauteurs un peu conséquentes. Là, on a l'impression qu'il y a deux fourches. En fait, les fourches montent, mais celles d'en bas ne sont pas accessibles, hein, on est d'accord. La seule petite, et pour pareil ranger à un moment ou à un autre en hauteur, c'est intéressant. La seule chose à bien faire attention, c'est à ne pas utiliser les fourches en hauteur pendant le déplacement. Voilà, les fourches restent au sol. Hein. Quand on déplace un objet avec un chariot, les fourches sont toujours au plus proche du sol. Voilà. C'est plus onéreux qu'un transpalette individuel. Par contre, le gros intérêt, c'est que il est électrique. Voilà. Et il peut servir à déplacer par la suite sa palette avec le même outil de travail. Voilà. Par contre, c'est un outil qui se charge, donc il faut bien penser à intégrer la zone de charge et notamment un local de charge si on commence à avoir plusieurs outils équivalents ou du moins avec nécessité d'être chargé. Voilà. On a après ce qu'on appelle un retourneur de palettes. Alors, le gros intérêt que j'y vois dans cet outil, la première chose, c'est qu'il peut simplement permettre d'enlever une palette bois pour la remplacer par une palette plastique. Il peut permettre d'enlever des intercalaires ou de remettre des intercalaires. Ou aussi, si jamais vous avez un carton qui a pris un choc dans un déplacement, tout simplement enlever le carton et le remplacer. Juste j'oserais dire, un conditionnement. Hein. C'est-à-dire plutôt que dans une palette qui doit être expédiée, cabinée, rapidement, on peut changer un carton, remettre un nouveau carton et repartir avec la palette propre. Voilà. Donc, plus ça demande après lancement qui est quand même conséquent. Il faut imaginer une palette qui se renverse. Donc, il faut le lancement d'une 1200 watts, une palette Laurent 1000. Et puis, plus le fait d'avoir peut-être quasiment 1m80 si on prend quelque chose qui peut s'enterrer et on travaille à hauteur sur les niveaux supérieurs. Voilà, donc ça fait quand même un bon emplacement à prévoir. Voilà. Après, au niveau des déplacements, on va aller crescendo. Donc, la première chose qui est peu connue, il existe des transpalettes manuelles pour des demi-palettes. Voilà, donc des palettes 800-600. C'est peu connu et souvent, sur les unités de production qui utilisent des petites palettes, ils ont des grandes transpalettes et ils sont gênés avec les fourches. Alors, c'est peu connu parce qu'il y a peu de fournisseurs qui en ont. En tout cas, c'est quand même super pratique puisque c'est beaucoup plus simple à manipuler. Et les entreprises qui ont des petites palettes, elles ont un transpalette adapté. Voilà. Ensuite, sur un transpalette, là, on a une transpalette avec une aide à la manutention, puisque on peut avoir des transpalettes motorisées, donc avec un timon qui permet on déplace sa charge, mais on la déplace sans la tirer. Hein, le moteur accompagne le mouvement et on gère la vitesse comme un chariot électrique. Voilà.
Une fois de plus, c'est électrique, donc il faut prévoir une zone de charge. Autre chose, dans tout ce qui est déplacement d'objets, en agroalimentaire, on a des bacs Europe, qui est un type de bac un peu normalisé, hein, carré, inox, qui est souvent malheureusement bas. Et il existe à présent des poignées. Alors, je vous ai mis celle-là qui est hyper pratique dans le sens où en fait elle se crochette facilement, vous voyez, elle s'enlève rapidement. Et le gros intérêt, c'est que par rapport à la majorité des poignées qui sont compliquées et qui finissent au placard, on peut avoir des modèles qui tiennent la route et qui sont facilement exploitables. Alors, pour l'anecdote, j'ai travaillé avec un client dans l'agroalimentaire sur la conception d'une poignée, donc une poignée qui se rabat. Je sais qu'il y en a qui sont intéressés, on pourra peut-être mettre le lien du fournisseur qui a fabriqué ça, qui a créé ça. En tout cas, c'est une poignée qui se rabat et qui permet on relève la poignée en sortie de lave-vaisselle, de lave-vaisselle de lave-bac. Et en fait, sur tout le cycle produit, la poignée reste en l'air. Donc même dans les ascenseurs, dans les retourneurs de bac ou autres, ça passe partout. Si on pense un petit peu les postes de travail. Et en fait, le seul moment où on la redescend, c'est quand on la met dans le lave-bac. Donc le gros intérêt, c'est qu'elle demeure sur le bac Europe. Et puis du coup, ça évite aux gens de se courber pour pousser un bac Europe. Voilà. Pareil pour travailler avec des bacs 600-400, qui est un peu le standard, plutôt que d'avoir une pile de bacs pour les pousser, ce qui peut être des fois le cas, mais des fois on n'a qu'un ou deux bacs, et dans ce cas-là, on descend et on a le dos complètement fléchi pour essayer de récupérer le bac et le pousser. Et on peut très, très simplement avoir une base roulante avec une paire de poignées. Voilà. Ensuite, qui permet d'exploiter, finalement de faciliter la manutention de quelque contenant que ce soit, il existe la roue motorisée. Le gros intérêt de la roue motorisée, c'est que si vous avez un petit peu des outils de transport sur mesure, exotiques ou autres, vous pouvez exploiter de roues motorisées. Elles peuvent être à demeure, elles peuvent être débrayables ou rétractables, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Voilà, ça c'est quand même un petit outil magique. Avec le gros point d'alerte, c'est que du coup, il est plus partageable entre les moyens. Chaque moyen doit être doté de sa roue. Et puis là, il faut commencer à penser les cycles de charge pour ne pas avoir un jeu de chariot déchargé à l'usage. Voilà. Après, plus polyvalent, j'oserais dire, il y a toute la notion de tracteur, pousseur, de timon motorisé, on appelle ça aussi, qui permettent du coup de déplacer quelques moyens que ce soit à la manière d'une voiture avec une caravane. Voilà. Donc, quelque chose finalement, le système, une fois que vous le déployez en interne, vous avez une partie mâle, une partie femelle, et puis donc votre timon peut tirer des échelles, des bacs, toutes sortes de moyens. Voilà. L'avantage, c'est que par rapport à la roue motorisée qui doit se mettre sur chaque moyen, là, un seul timon pour plusieurs moyens. Voilà. Ça, c'est quand même plus pratique. Il y en a qui poussent, d'autres qui ne font que tirer. Certains dédiés, celui-là est quand même plutôt pas mal, à des bacs Europe. Ça, c'est vraiment, on dirait une espèce de transpalette qui vient se gripper dessous, qui monte le bac Europe, et puis on peut y aller. Il y a des choses qui commencent à se faire plutôt intéressantes, quoi. Voilà. Puis là, je note jusqu'à 12 tonnes, donc on peut aller vraiment sur des charges conséquentes. Après, une chose qui est très très peu démocratisée encore, bon, je ne fais pas de la pub, hein, mais j'ai vu que chez un fournisseur, c'est une espèce de chenille qui permet de décharger des contenants et de les transférer. Alors, on peut les transférer entre niveaux, on peut les transférer sur un même étage, on peut les transférer d'un véhicule à un sol, et il existe 3 versions. Donc, une version standard qui est celle-ci, hein, qui est une version de base où le moyen, on le met dessus comme on l'entend, et puis on descend avec. Mais après, il existe une version horizontale qui a l'avantage dans les escaliers de conserver l'orientation du produit, ou une version verticale qui, elle, va par exemple faire tomber le produit de la verticale à l'horizontale pour abaisser notamment le centre de gravité. Voilà. Donc là, on a la version standard, ce qu'ils appellent. La version du coup verticale, donc là, vous voyez que finalement, la cabine, au lieu de commencer à pencher, elle reste à son niveau de verticalité ou d'horizontalité selon le référentiel que l'on prend. Et la version verticale, la troisième, permet par exemple de faire tomber un four, un frigo, enfin voilà, tout un tas d'éléments, quitte à pouvoir le transférer d'un niveau à un autre niveau. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà. Après, c'est peu démocratisé, hein. J'avoue que j'en ai encore jamais vu en fonctionnement, hein. Voilà. Par contre, une fois de plus, c'est un outil avec une charge électrique, donc avec une batterie, donc il faut bien penser
où le charger et comment le charger, et bien penser la notion de charge pour ne pas être à court de, de stockage au moment nécessaire. Après, au niveau de tout ce qui est mise à niveau, donc troisième partie, là, on va faire la distinction entre trois typologies de mise à niveau. Donc, ce qu'on va appeler de la hauteur variable volontaire. Donc là, on choisit la hauteur à laquelle on travaille, ce qui est de l'ordre de la hauteur constante. Donc là, finalement, le système fait en sorte de toujours être à la hauteur que l'on a souhaité. Et après, la hauteur fixe, bon, ben là, c'est binaire, hein, il y a une hauteur et puis basta. Donc, en termes de hauteur variable, vous avez déjà toute la notion de transpalette haute levée. C'est des ciseaux. Enfin, c'est pas qu'on peut. Il y a plein de noms. On peut les appeler de plein de façons. C'est finalement un transpalette somme toute basique, mais qui a la fonction de pouvoir se lever. Voilà. Alors, se lever manuellement, comme un transpalette classique en pompant, sauf que là, on va pomper un peu plus. Et vous voyez, il va monter de façon proportionnelle, bien plus importante, ou la version électrique, voilà, où là finalement on appuie sur un bouton et le système va monter tout seul. Alors là, attention, il monte tout seul, il ne se déplace pas de façon électrique, hein. On n'a que la montée qui est électrique. Voilà. Le gros intérêt, si on est électrique, on a quand même beaucoup plus de chances qu'il soit utilisé et que les gens s'adaptent un petit peu en fonction de leurs besoins. Voilà. Voilà. Donc il faut prévoir un emplacement dédié au sol. Et puis un local de charge, bien entendu, pour les recharger, par exemple, en fin de journée. Enfin, si vous avez des postes, comment penser la rotation pour que l'opérateur qui prenne le relais ait un transpalette électrique, comment dire, chargé. Voilà. Là, quand on a un transpalette électrique, il fait, on va dire, partie intégrante du poste. Donc, chacun a son transpalette électrique. Donc, le gros intérêt, c'est quand la personne doit évacuer une palette, elle ramène sa palette, elle squatte pas peut-être un outil collectif où des moments on est un peu bloqué par rapport à son collègue, on a son propre outil de travail. Voilà. Ensuite, donc là, pardon, j'ai peut-être fait un raccourci un peu fort. Si on en a un par personne, hein, si on en a qu'un partagé, ça devient un peu délicat, quoi. Voilà. Le gros intérêt de ce type de transpalette, c'est d'en avoir chacun un pour être autonome et voilà, ne pas pénaliser un peu le collectif. Après, on a aussi toute la notion d'inclineur. Alors, c'est notamment lié au Palbox, mais qui vient permettre de récupérer des produits en fond de bac, notamment pour les bacs en plastique. Là, ils sont en acier, mais on en voit beaucoup en agro en plastique, où on a la partie avant qui s'ouvre en deux fois. Quand vous commencez à ouvrir, après, vous êtes très bas, vous allez chercher loin. Là, l'intérêt, c'est que en l'inclinant, on se remet d'une à hauteur, et de deux, ça facilite quand même la prise des éléments en fin de contenant. Voilà. Par contre, c'est forcément quelque chose qui est électrique, pneumatique ou autre, donc il faut bien penser à l'endroit où on va poser la base pour lui apporter ses énergies. Voilà. Après, attention, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec, puisqu'il y a quand même potentiellement une inclinaison avec un centre de gravité qui va commencer à avancer, donc on ne peut pas tout incliner non plus, il faut quand même faire attention à ce que le contenant ne bascule pas sur l'opérateur. Voilà. Donc il y en a qui ont des systèmes pour accrocher par derrière le grillage, s'il y a des chances que ça se bascule. Enfin, voilà. En tout cas, c'est un point d'attention à prendre en considération. Après, un outil qui, en opposition au transpalette à haute levée, reste quelque part à demeure, c'est la table extra-plate. Donc le gros intérêt de la table extra-plate, elle existe en E ou elle existe en C, donc il n'y a pas la barre centrale, c'est que finalement, à la hauteur d'un transpalette, le transpalette, les fourches viennent dans la partie trouée de la table extra-plate, et elle va permettre de monter le produit à hauteur souhaitée. Voilà. Donc quand vous allez travailler, c'est un peu le même principe que je vous ai montré tout à l'heure, un transpalette à haute levée manuel ou électrique. Là, sur son poste de travail, on peut imaginer d'un côté un logisticien qui apporte des produits ou des contenants ou autres au poste, et de l'autre côté, l'opérateur qui travaille. On peut avoir une séparation des flux avec cet outil au milieu qui reste à demeure. Voilà. C'est une autre variable qui peut être intéressante. On peut l'avoir sous d'autres formes, hein, plus ou moins spécifiques. Voilà. En tout cas, le but est le même, c'est pouvoir régler la hauteur au poste. Et donc, une fois de plus, il y a forcément une source d'énergie pneumatique, électrique à penser. Voilà. Et notamment des flexibles ou autres. Voilà. Il faut quand même les intégrer pour ne pas avoir des choses qui gênent et qui fassent des sources de chute de papier. Ensuite, si on a deux niveaux de travail ou des hauteurs de palette
très conséquent. Tout à l'heure, je disais 2 mètres, si on arrive à travailler à hauteur, en haut de la palette, ben, typiquement, on peut avoir des plateformes de palettisation. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on sépare les flux entre la partie logistique d'approvisionnement et d'évacuation et le poste de travail. Voilà. Et surtout, l'opérateur qui est en haut maîtrise la montée de ses produits et du coup, du premier niveau au dernier produit, au dernier niveau, peut travailler à hauteur de travail confortable. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, c'est quand même beaucoup plus onéreux forcément qu'un transpalette à haute levée. Par contre, on peut optimiser ces camions pour le chargement et du coup la partie transport. Voilà. Par contre, point d'attention, il y a quand même une dépendance entre l'évacuation, comme la tablette très plate finalement d'avant, et l'opérateur. S'il y en a un qui a fini et qu'il y a une désynchronisation avec l'opérateur de logistique, la personne ne peut plus travailler. Voilà. Si on ne lui apporte plus une nouvelle palette vide ou qu'on n'évacue plus son lot plein, la personne ne peut plus travailler au poste. Voilà. Après, dans le même système, donc des choses à hauteur variable dédiées cette fois à des moyens plus petits. Donc là, on est sur des caisses, notamment des bacs 600, 400. On peut avoir des élévateurs de bacs qui peuvent être, j'allais dire en portrait ou en paysage. Ça, c'est une vue d'esprit, mais voilà, en large ou en travers. Donc, vous voyez, sur la profondeur par rapport aux moyens ou sur la largeur, pour venir charger des produits, empiler des caisses. Voilà. Ça existe sous différentes formes. On peut en avoir des mobiles, on peut en avoir des fixes. Vous voyez, celui-là, il y a des petites roulettes qui permettent de le déplacer. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est le même principe, c'est pour travailler à hauteur. Pardon. Ensuite, là, on arrive dans une autre partie, la partie à hauteur constante. Alors, qu'est-ce qu'on entend par constante? Le premier, finalement, l'opérateur va choisir son niveau, mais est-ce qu'il va réellement se régler d'un à l'autre niveau du carton? Dans les compromis d'usage, on s'aperçoit que l'opérateur il va régler 1, 2 ou 3 fois sa palette. Donc, au bout d'un moment, quand il sent que ça commence à être pénible, il va descendre, mais il ne va pas forcément le faire à chaque niveau. Voilà. Le gros intérêt de ce qu'on appelle la hauteur constante, c'est qu'en théorie, c'est assez transparent, il n'y a pas de compromis à avoir, puisque l'outil va suivre un petit peu l'avancée de la palette en palettisation ou en dépalettisation dans ce cas-là. Voilà. Donc là, finalement, ça ressemble ni plus ni moins à un transpalette à haute levée électrique, sauf que la haute levée électrique est pilotée par un faisceau. Donc on met le faisceau à l'endroit où l'on veut que les fourches se règlent, quoi, où le niveau haut du carton se règle. Et donc finalement, en chargement, dès qu'on a fini un niveau, qu'on a un obstacle dessus, le système va tomber. Et dès qu'on a besoin de monter, dès qu'on n'a plus de produits dans le faisceau, ça va remonter. Voilà. Et donc, en montée ou en descente, ça sert. Donc, en palettisation ou dépalettisation. Et l'opérateur peut conditionner sa palettisation ou sa dépalettisation en restant à une hauteur qu'il a préalablement réglée lui-même en fonction de son anthropométrie finalement, avec ce petit boîtier. Voilà. C'est un outil électrique, hein, donc une fois de plus, batterie, qui dit batterie dit local de charge. Après, plus rudimentaire, mais là on est vraiment sur des moyens connus en agro, donc des bacs inox, et donc le principe du bac à fond constant, où là typiquement, on a un système qui monte et qui descend en fonction d'un poids. Voilà, donc là, typiquement, le ressort est égal à KX, donc on a une raideur qui est calculée en fonction de ce que l'on va mettre, ce qui veut dire qu'en théorie, ce bac est plus ou moins taré en fonction d'une typologie de produit. Donc c'est intéressant, mais à contrario du produit précédent, celui-ci, si vous mettez, je ne sais pas, on va faire des gros contrastes, une fois des paquets de plomb, une fois des paquets de plumes, le système il ne va pas du tout réagir pareil. Dans un cas, il va tout de suite tomber, dans l'autre cas, il ne va jamais tomber. Voilà. Donc le système, le ressort est pensé et dimensionné en fonction de ce que vous allez y mettre dedans. Et le but, une fois de plus, c'est de façon mécanique que le système s'affaisse au fur et à mesure que vous le chargez en fonction de l'usage. Voilà. Hop. Après, autre système, donc la version bac en 600-400. Donc là, tout à l'heure, on a vu la version électrique, où en fait, on appuie sur un bouton pour le faire monter ou descendre. Là, on a la version finalement toute simple avec des ressorts. Voilà, donc on vient en fonction d'un ressort en fait calibré comme le premier, dimensionner le produit pour qu'il accepte ses pièces, si son produit dedans, au fur et à mesure viennent tomber à chaque fois qu'on charge. Le but étant de rester toujours au même niveau. Alors, avec un client, on avait travaillé sur un modèle, c'est une boîte dans l'Isère, pour le coup, qui a développé ça, où on a plusieurs
petit moyen là-haut qui permet de sélectionner 1, 2 ou 3 ressorts. Et en faisant une combinaison de ressorts, on peut adapter ce moyen à différentes typologies de produits. Donc là, on peut déjà un peu plus... le moyen peut être utilisé pour différentes typologies de produits avec des poids plus ou moins variables. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut adapter en fonction de plusieurs productions, on pourra toujours avoir une hauteur constante, malgré le fait qu'on travaille sur des produits de différents poids. Voilà. Après, avoir à l'usage, si c'est utilisé partout, d'une entreprise à l'autre, ça marche bien. Il y en a qui utilisent beaucoup, d'autres où ils ont trouvé un niveau intermédiaire de compromis et il y a peu de réglages. Donc voilà. Il y a du plus et du moins, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Voilà. Donc là, voilà, typiquement, là, on est plutôt sur la hauteur fixe cette fois. Donc là, on n'adapte plus la hauteur de travail. Et donc l'idée, c'est de se dire, quand on palettise, généralement, au bout d'un certain moment, on va commencer à sortir d'une zone de confort et on va commencer à solliciter ses épaules et de plus en plus jusqu'à avoir les épaules au-dessus de l'épaule. Alors, les bras au-dessus du niveau de l'épaule, du cœur et de l'épaule, et après d'avoir les bras vraiment en élévation. Voilà. Donc quand on fait des palettes, généralement, c'est des choses qu'on observe. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser un gerbeur pour travailler par demi-palette. Donc là, c'est plutôt une solution organisationnelle. Si on parle vraiment de sa palettisation, c'est de se dire, plutôt que de concevoir des palettes complètes, on conçoit des demi-palettes, et quand elles sont faites, on l'évacue, on fait une deuxième demi-palette, et à la fin, on met une demi-palette l'une sur l'autre. Voilà. Donc là, on est d'accord, on a la palette qui est en l'air, puisqu'au dernier moment, on a monté la palette et on s'est avancé pour la poser dessus. On ne se déplace pas dans cette situation-là pour arriver sur celle-ci. Voilà. Celle-ci est au sol, fixe, et on amène la deuxième, au dernier moment, on l'enlève et on la pose dessus. Voilà. En théorie, si vous avez la contrainte de travailler bras en l'air, il y a de fortes chances que votre client ou le sous-traitant ou la personne qui va récupérer votre conditionnement va avoir une même problématique. Donc là, le gros intérêt, c'est que demi-palette, pour peu que ça rentre dans la base, l'ERP, le système de logistique, le système informatique de logistique de la personne qui va récupérer votre palette, s'il n'y a pas de contrainte de votre côté et du leur, ça ne crée pas deux emplacements, c'est ça que je veux dire. Pas de souci, c'est un super moyen puisque l'opérateur ne va pas avoir besoin de travailler bras en l'air. Le niveau bas, on a vu qu'on pouvait le monter. Le niveau haut, compliqué à descendre si on a une dalle. Généralement, on ne creuse pas les dalles. Voilà, c'est plus simple de monter que de descendre. Voilà, donc ça complète la table élévatrice. Après, malheureusement, s'il faut accéder à un produit en hauteur, se mettre à niveau, donc là, c'est l'opérateur qui se met à niveau du produit. Donc on commence un petit peu à dégrader la chose. Les marchepieds, ça on en retrouve partout dans l'agro, des marchepieds, des petits escaliers, enfin plein de choses. En théorie, c'est interdit. Voilà, donc ce qui est fonctionnel, normalement, c'est un pirle. Voilà. Donc une plateforme individuelle roulante légère. Voilà. Donc il y a l'avantage d'avoir des roulettes pour la déplacer. Bon, il y a différents systèmes. Hein. Certaines, on penche, on la fait rouler. D'autres, on les fait rouler. Dès qu'on se met dessus, les roulettes viennent se freiner et se bloquer sur des patins. Il y a une hauteur qui est définie et surtout quand on monte, on a ou un portique ou des sangles. Il y a des systèmes qui sont plus ou moins transparents, qui viennent fermer le système et finalement vous êtes comme dans une nacelle, protégé quand vous travaillez au-dessus du niveau du sol, donc à partir d'une marche. Voilà. Après, bien penser à avoir une pirle officielle, réglementaire, parce qu'il y a une hauteur de marche et une profondeur de marche. Mais après, normalement, si vous achetez des choses et que vous ne les bricolez pas, il n'y a aucun souci. Voilà. On va passer. Cyril, je te propose qu'on fasse une petite pause après, parce qu'on a déjà beaucoup d'infos qui sont passées. Ouais. On a 3 questions là dans le fil de discussion. Une entreprise qui cherche un chariot électrique pour déplacer des bobines de grosse taille, point important. Ah, on l'a après. C'est le sujet d'après, ouais, il me semblait bien. C'est après, c'est dans tout ce qui est transfert. Ouais, d'accord. Le nom du fournisseur des poignées amovibles pour les bacs Europe, des poignées rabattables dont tu as parlé tout à l'heure. On pourra peut-être le mettre en webinaire. Alors, je l'ai pas sous la main, mais je sais que j'ai vu une tête à la visio à qui j'avais donné le fournisseur. Donc, je dois être capable, via un échange d'email passé, de retrouver le nom du fournisseur. Une question sur existe-t-il un moyen pour retirer la palette de la demi-palette gerbée sur le dessus? On n'en fait plus qu'une à charger dans le camion. Si on a un basculeur de palette à l'origine, on peut très bien enlever la palette. Ouais. Comme un intercalaire, comme un carton abîmé. Ou alors tout ce qui est transfert, parce que là, on va avoir peut-être des choses qui reprennent ce qui était demandé, plus ou moins. Donc la première chose, on a toute la notion de manipulateur aérien.
Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent être. Alors, moi, ce que je préfère, c'est ce qui est auto-équilibré généralement. Ça peut être avec des ventouses, des crochets, des cadres spécifiques. Alors, la notion d'auto-équilibré, on va y venir. Le principe, c'est de régler une charge et que le système s'équilibre avec le poids attendu. Voilà, pour que finalement, vous réglez à. Votre produit fait 5 kg, vous réglez à 5 kg. Dans la main, vous avez peut-être l'équivalent en effort de 100 ou 200 grammes. À chaque fois que vous prenez votre produit et on a ce faible effort dans la main. Voilà. Bon, là, je vous ai montré différentes vidéos pour vous montrer que tout est faisable finalement en termes de terminaison. Voilà. La partie qui est dans la main, on peut faire. Enfin, je pense que les fournisseurs, ils ont le standard qui est la ventouse que l'on va retrouver un peu partout. Mais après, les terminaisons, ça se fabrique vraiment sur mesure en fonction du besoin. Voilà. Si on a besoin de prendre des choses à une certaine hauteur et de déposer une autre, on a des cadres généralement qui permettent de descendre ou de monter le cadre sans avoir besoin de lever les bras ou baisser les bras et se courber. Donc ça, il y a vraiment de quoi faire vraiment beaucoup de choses. Après, ce qui pour moi est le plus important, on voit souvent ces systèmes pneumatiques. Pour moi, ils sont à prendre avec des grosses pincettes, puisque le système de montée et de descente ne se règle qu'en fonction du vide et de la pression ou de la dépression qu'on va faire. Donc finalement, si vous avez des produits qui n'ont jamais le même poids, vous êtes toujours en train d'essayer de vous adapter et pour essayer de trouver le poids du produit et pas vous envoler, vous faire tirer le bras, au contraire, avoir le produit qui tombe par terre. Vous regarderez les vidéos, même les vidéos des fournisseurs, souvent on a des trucs qui montent, qui descendent. Enfin, c'est pas régulier parce que là, c'est assez difficile à manipuler, surtout si on n'a pas un poids uniforme dans son produit. Voilà. Donc, je déconseille un petit peu si on a des points un petit peu hétérogènes, c'est hyper compliqué à manipuler. Voilà. En opposition à des systèmes qui, eux, sont auto-équilibrés. Donc, vous leur dites, bah, moi, ma barre de saucisson, ma caisse de poisson, elle fait toujours ce poids à peu près. Et donc, en fonction de ce poids que vous avez donné, le système, il va auto-équilibrer pour que vous n'ayez qu'à manutentionner dans la main 200 grammes, 300 grammes, un poids réduit. Et pas plus. Voilà. Et après, vous avez certaines marques qui font même de l'auto-équilibrage actif. Donc là, vous n'avez plus besoin de régler, de dire je veux que le système en permanence se règle à 100 ou 200 grammes, quel que soit le poids. Donc là, si vous avez des poids variables, le système s'adaptera toujours à votre besoin pour que ça soit complètement transparent. Voilà. Pour la petite anecdote, il y a une entreprise qu'on a accompagnée qui a eu en essai ce type de matériel et le responsable de production a joué le vice sur une sortie de palettisation de mettre 3 cartons vides. Et donc la personne a continué à palettiser. Et à la fin, le responsable a demandé s'il était sûr que sa palette était conforme. Donc la personne a confirmé en faisant le tour, regardant qu'il y avait bien les étiquettes sur les extérieurs, le bon nombre de cartons, la bonne organisation des palettes, des cartons entre les niveaux. Et à la fin, il a demandé de vider avec l'outil le premier niveau supérieur, et après de vider le deuxième à la main. Et en fait, il s'est aperçu sur le deuxième, le gars qui avait palettisé la palette s'est aperçu qu'il y avait 2 cartons qui étaient vides. Voilà. Donc c'est quand même assez bluffant. Voilà. Il n'y a pas plus transparent. Alors forcément, c'est un peu plus onéreux que ce type de bras. Par contre, ça n'a pas du tout le même impact. Voilà. Là, c'est vraiment transparent dans l'usage. Vous prenez, c'est transparent, quoi. Voilà. Après, ce qui est intéressant, une fois qu'on a parlé du coup de la terminaison, de la ventouse, du cadre, du crochet, d'une chose qui vient se glisser autour de bac, etc., on va avoir l'endroit où est fixé ce bras de manutention. Donc on peut cet outil d'aide à la manutention, on peut finalement l'avoir dans plein de formes. On peut l'avoir accroché à un mur, par exemple, ou un poteau. Voilà. On peut l'avoir sur un fût, à même le sol. On peut l'avoir sur une base roulante aérienne, et on peut même l'avoir, je ne fais pas de marque, mais selon les couleurs et autres, il y a des choses qui commencent un peu à se démocratiser maintenant sur des chariots de logistique. Voilà. Alors, si jamais c'est pas un chariot, c'est plutôt quelque chose qui a demeure, j'oserais dire, je préconise toujours un bras avec une double articulation plutôt qu'un système sur un pont. Voilà. Pourquoi? Parce que le pont, il faut le faire déplacer dans un sens, donc déplacer l'inertie dans un sens, déplacer l'inertie dans l'autre. Donc il y a vraiment des mouvements à faire. Là où, quand on a une double articulation, c'est complètement transparent, on peut se balader avec dans la zone, dans le rayon d'intervention, d'action de l'outil. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très transparent. Voilà.
Après, pour tout ce qui est petit transport, enfin transport de petits outillages, de petites caisses, de petites bobines, de plein de choses finalement, on a ce qu'on appelle un mini gerbeur. Voilà, donc c'est une petite base roulante avec ni plus ni moins qu'un vérin linéaire sur lequel, là, on voit finalement le vérin, la partie mobile du vérin, et en fait sur laquelle on vient accrocher tout ce que l'on veut. Voilà. Donc de base, les fournisseurs vont vous proposer un plateau, mais on va pouvoir avoir un éperon, on va pouvoir avoir des V pour transférer des bobines, enfiler des bobines, pareil, des choses avec des rouleaux pour faciliter le transfert d'un produit, de quoi glisser et supporter des caisses. Hein. Là, finalement, une fois que vous avez la base, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors, vous avez des bases pour des petits poids, je crois que les plus petits, c'est de l'ordre de 60 kg, et ça va quasiment jusqu'à 200 kg en déplacement. Voilà. Donc, c'est des choses qui roulent assez bien généralement, et pour peu qu'on pense bien le charger, ça fait bien le job, quoi. Voilà. Pardon, je pensais qu'il y avait une autre vidéo associée. Donc là, pour répondre tout à l'heure à l'histoire des bobines, là, on peut avoir typiquement un système qui vienne à 90 degrés, prélever la bobine à la verticale et via le centre de gravité pensé à l'endroit de la rotation, passer de la position verticale, horizontale et vice-versa. Voilà, ne serait-ce que pour passer on peut donner l'exemple d'un film, un film de barquette. Voilà, pour charger, par exemple, un film de barquette un peu lourd. On le prend au sol, on le met à l'horizontale avec l'accessoire du mini-gerbeur, on le met à hauteur, on n'a plus qu'à glisser sur la machine. Voilà, ça peut être un exemple. Voilà. Par contre, ce que je mets en point d'attention, c'est effectivement, il faut bien penser aussi à avoir un sol lisse. Hein. Si vous avez un sol qui est abîmé par des eaux acides, etc., un sol qui est un peu vieillissant, bon, ça va un peu secouer. Voilà, à la base, c'est une base roulante un peu petite, donc vous allez peut-être aussi un peu abîmer l'outil et puis il sera moins facile à déplacer. Ensuite, le gerbeur à pince. Donc là, Sandra, je ne sais pas si le gerbeur à pince sur des caisses peut faire le job. En tout cas, par rapport à la question que vous avez, ça peut être la solution. Voilà. Donc, c'est à ça que je pensais tout à l'heure en disant que c'était un peu plus loin. Voilà. Ouais. Voilà. Ça, Donc, quand ça je dis que c'était des deux côtés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, parce que autrement, le taille, il fait ça et il s'ouvre par le dessous si on n'est pas maintenu sur une bonne hauteur. Voilà. Et on peut prendre tout ou partie de la. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était un peu plus loin. C'était dans tout ce qui était transfert de produits. Voilà. Oui, ça pourrait être une solution. Voilà, mais notamment si on a besoin. Enfin, moi, là où je trouve ça intéressant, c'est quand on a besoin de passer de la palette bois, de la palette plastique, voilà, pour passer de la zone propre de la zone noire ou grise à de la zone propre. Et la zone agro, on n'a plus droit d'avoir du bois. Ça peut être une solution pour facilement transférer l'intégralité des contenants sans avoir besoin de les prendre à la main un par un, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, hop là, ça allait trop vite. Ensuite, ça, c'est un peu pour moi le poste idéal, j'oserais dire. Là, on va cumuler des postes de travail à hauteur constante, donc le produit est toujours au même niveau, qui est au même niveau finalement que la table de transfert et le poste. Et là, plutôt que d'avoir un opérateur qui du matin au soir charrie des charges, là finalement, il déplace le trolley, le chariot, on peut l'appeler comme on veut, sur le poste. Hop, je remonte la vidéo. Et il a sa poubelle intégrée, et là finalement, il y a très peu d'efforts. Voilà. On imagine des choses, on a des piles de viande, des choses un peu lourdes, chaque fois on fait des mélanges. Là, voilà, les mélanges, ils sont quand même beaucoup plus aisés, quoi. Voilà. On n'a pas de contraintes posturales, notamment avec les bas de palette. On n'a pas de port de charge. Enfin, voilà, c'est quand même assez sympa. Voilà. Donc, point de vigilance, j'en ai pas trop là. Hein. Voilà. Après, ça, c'est un peu des choses connues et reconnues dans l'agro, mais malgré tout, c'est intéressant de les remettre en avant. Donc, tout ce qui est notion de basculeur de bac, qui vous permet de prendre un bac et de le retourner de façon plus ou moins automatique, de l'élever et le retourner. Voilà. On en a qui peuvent être mobiles. Donc, dans les petites unités de production, on n'a pas de la cadence pour en avoir un demeure en permanence. Ça peut être quelque chose qui peut être partagé ou voilà, qui assure une polyvalence. Dans les transferts, tout à l'heure, je parlais aussi incliné. Donc là, on est sur des inclineurs de palettes ou de palbox. Voilà, tout à l'heure, on est prélevé dedans. Là, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà. Là, on retrouve avec des pinces pour éviter que le contenant tombe, bascule. Ça, c'est un peu la grosse préoccupation et des choses sur lesquelles faire attention. Après, des choses qu'on trouve souvent dans l'agro, c'est des fûts qui vont basculer. Donc, il y a des choses très simples. Voilà. Un basculeur de fût, c'est très, très simple. Il roule. Il y a des petits pieds qui viennent se mettre dessous. Vous approchez la base du bac.
et vous venez l'incliner avec un tube qui fait office de bras de levier. Et puis là, après, vous le faites rouler au sol et vous l'amenez où vous voulez pour vider votre produit. Et dans l'autre sens, après, quand vous n'en avez plus besoin. Voilà, c'est assez pratique, c'est peu onéreux, ça fait le job. Voilà. Par contre, c'est pas fait pour faire de grands déplacements, on est d'accord. Après, un autre outil qui permet de régler l'inclinaison, notamment en fonction plus le contenant est vide, plus on vient venir l'incliner, et bien on a des basculeurs de fût, où là on vient sangler, serrer fortement le produit pour pas qu'il glisse, et puis on peut au fur et à mesure du vidage, incliner le fût. Voilà, pareil, ça c'est pas fait pour se déplacer sur des grandes dimensions aussi, sur des grandes distances. Si on se déplace sur des grandes distances, on va faire appel à l'opérateur, au cariste, à l'opérateur de logistique qui va, avec ses moyens, déplacer les contenants. On peut en avoir là, donc voilà, typiquement là sur un chariot, des moyens qui s'adaptent à un chariot existant. Voilà, des basculeurs sur fourche. Donc là, on vient enfourcher le produit et après on peut l'incliner. Donc là, vous voyez, vous avez même un petit motoréducteur pour gérer à la main l'inclinaison et pas que le produit parte tout seul, bascule tout seul. Voilà. Par contre, vu que c'est un moyen polyvalent, une fois qu'il n'est pas sur les fourches, il faut bien prévoir un endroit où le mettre pour pas qu'il gêne le passage ou qu'il soit des endroits pas pensés. Voilà. Bon, après, là, c'est la chose la plus générique, je dirais, mais il y en a pour qui c'est pas forcément l'outil de transitique. Mais quand on commence à industrialiser un peu un processus, des fois, avoir un convoyeur, ça permet d'éviter aux personnes d'avoir à pousser des charges. Voilà, ça permet en plus potentiellement de croiser des flux sans poser de problématiques. Voilà. Par contre, ça demande une conception, une implantation pour ne pas venir gêner l'organisation du travail et les flux opérateurs. Voilà. Après, des petites choses toujours dans le transfert des produits. Souvent dans les dosages, on voit dans l'agro des dosages qui se font, on ouvre la vanne, on ferme la vanne, on ouvre la vanne, on ferme la vanne, en ayant le produit qui est dosé sur une balance. Il existe des petites doseuses automatiques qui permettent, voilà, on rentre le produit et via une analyse volumétrique ou de poids, vient doser le produit sans avoir besoin à l'opérateur d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer la vanne. Voilà. Après, je parlais tout à l'heure des mini-gerbeurs, et là, ça va venir à la question qui était posée tout à l'heure. Comment faire pour déplacer une bobine? Je reprends le mini-gerbeur. Donc là, j'ai un V. Par contre, on peut l'avoir aussi avec le fameux éperon. Voilà. Donc là, vous avez l'éperon qui vient prendre un produit, une bobine stockée sur une palette, une demi-palette. Des fois, on en a 4 sur une grande palette. Ça dépend un peu le diamètre des bobines. Et puis, en fait, on la fixe. Généralement, là, il y a une poignée, quelque chose qui permet de cranter à l'intérieur du tube en carton. Il y a des petits crochets un peu partout pour que le crochet ne tombe pas. Et à partir de là, en fait, quand vous allez tourner, le centre de gravité est bien pensé, il est là, donc il n'y a aucun effort. Ça tourne tout seul et vous l'avez en position horizontale. Voilà. Donc ça, je pense que ça doit répondre un peu à la question qu'il y avait tout à l'heure. On voit rarement, mais malgré tout, je pense que c'est important de le dire, on n'est pas censé monter dans des escaliers, notamment avec des caisses dans les mains ou autre. On est censé tenir la rampe dans les escaliers, donc finalement, on est censé avoir de quoi monter d'un point A à un point B le produit. Voilà. Donc là, je vous ai mis différents petits ascenseurs, mais typiquement, vous prenez même un chauffagiste frigoriste, il a une unité de clim à monter, il a une petite unité mobile qui met rapidement en place et qui lui permet de monter d'un étage quasiment son bloc extérieur, par exemple. Donc ça, c'est des petites choses, on n'a pas besoin d'avoir des produits trop conséquents, mais ça évite notamment quand on a des plateformes ou autres d'avoir à monter la plateforme avec le produit dans les mains. Voilà. Et on arrive du coup à la dernière partie avant le bonus, qui est celle de l'emballage. Donc l'emballage, j'oserais dire, l'idéal, c'est d'avoir déjà une bande rolleuse pour filmer. Là, quand on a un peu du volume, on a une bande rolleuse. Voilà, donc la bande rolleuse, c'est une filmeuse automatique. On vient y poser dessus la palette et le produit, du coup, après, est cerclé est filmé automatiquement. Voilà. Alors, l'idéal, j'oserais dire, j'ai même pas pris une bonne photo parce qu'il y en a qui sont ouvertes, parce que là, il faut quand même monter la palette dessus. Donc, généralement, là, on a des pentes, des fois, qui font 2 mètres. Donc, je vais me flageller parce que c'est vraiment pas la bonne photo. J'aurais pu en avoir qui sont ouvertes, qui permettent de mettre la palette avec le transpalette sans avoir à générer l'encombrement dans le passage à cause d'une pente. Voilà. Ça, c'est le premier moyen le plus efficace. Voilà. Ensuite, si on a un peu moins de volume, on n'a pas une place bien dédiée, si c'est une zone de production et de conditionnement qui est un peu aléatoire, on peut avoir très bien une bande rolleuse mobile. Voilà, donc c'est un petit outil, on vient, on le déplace à proximité de sa palette,
et l'outil va faire le job. Alors là, par contre, la seule différence, c'est que lui, il va tourner autour de la palette. Donc, pour emballer, il faut quand même un peu plus d'espace disponible autour de la palette à un instant T. Voilà. Par contre, cet emplacement peut être variable plusieurs fois dans la journée. Voilà. C'est ça qui est intéressant, mais c'est vraiment pour des productions bien moindres. Voilà. Après, si on veut aller dans le même type de choses, donc une production un petit peu légère, c'est comme ce produit-là, on peut aussi avoir des transpalettes qui intègrent un bras qui tourne. Voilà. Donc là, on le déplace et à l'endroit souhaité, on vient palettiser. Donc là, pareil, il y a quand même un rayon d'action. Le bras tourne autour de la palette, hein, donc il y a une petite zone en mouvement. Il faut prendre un système qui est quand même, pas du bidouillage, un système avec des bandes palpables ou autres pour pas qu'il y ait de risque d'accident. Voilà, tout simplement. Après, si on va vraiment dans la toute petite série de l'unitaire, on peut prendre ce qu'on appelle un dévidoir. Donc, c'est quelque chose qui est, en fait, c'est filmé manuellement, hein, plutôt que d'avoir à tenir la bobine à la main. Par contre, là, j'attire bien l'attention, j'en parle dans le cas où on dit du film pré-étiré. Si on prend du film étiré, on retrouve toujours les mêmes choses. Les gens, ils filment à la main, ils tirent dans les coins, en bas, en haut. Enfin, il y a trop de contraintes, donc je ne veux pas parler de ce type de film. Là, on parle de film pré-étiré. Donc, le film pré-étiré, c'est un film qui... Il y a des entreprises qui font ça, achètent des bobines de film. Ils viennent avec des calendreuses, les pré-étirer, c'est que le film est déjà étiré. Et quand vous le posez autour de la palette, vous n'avez pas besoin de forcer. Le truc est déjà tendu. Et en fait, il est déjà hyper tendu. Et quand vous allez cercler votre palette, il va avoir tendance à retrouver sa forme moins étirée. En fait, hein. C'est comme si il était enroulé comme un élastique tendu. Quand vous allez le mettre autour de la palette, il va se redétendre un peu. Et du coup, il va compresser la palette sans que l'opérateur y a tiré. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si vous avez un dévidoir avec une hauteur un petit peu intéressante, l'opérateur, il tourne, au fur et à mesure, il monte son dévidoir, et il descend. Et en fait, il n'y a aucune contrainte. C'est plutôt assez intéressant, sous réserve qu'on ait du film pré-étiré. Voilà. Et ça reste de la petite série. Autrement, on va aller chercher ce qu'on a vu précédemment. Après, au niveau du cerclage, on a plusieurs outils. Alors là, je vais prendre dans l'autre sens. Donc là, on a la cercleuse mobile. Voilà. Donc là, finalement, vous avez un petit produit de temps en temps. La cercleuse mobile évite de cercler à la main. Voilà. Ça fait, vous passez le feuillard, quoi qu'il arrive, vous le passez, mais à la fin, vous le mettez dans la machine et elle vous fait le cercissage du cerclage. Voilà. Après, si on a un peu plus de volume, on va voir la cercleuse semi-automatique. On vient prendre le feuillard, on le repasse de l'autre côté du carton et ça vient cercler. Voilà. Et si on a des volumes plus conséquents, on a la cercleuse automatique où là on passe le carton, le système se charge automatiquement de repasser le feuillard, il n'y a pas de souci. Donc là j'en ai mis un petit mobile, mais ça vous pouvez l'avoir à l'échelle industrielle qui vient cercler des palettes. Hein. Voilà, c'est la même chose, un peu plus conséquente, mais ça existe. Voilà. Là où ça devient un peu complexe, il y a une chose qui est intéressante, c'est quand on a besoin de faire du cerclage de palettes, même le sol, un petit peu partout. Et là, souvent, on a un morceau de bois, on accroche son feuillard, on le jette, on se penche de l'autre côté, on récupère le cerclage. Enfin, c'est un peu le cerclage manuel qu'on retrouve partout avec toutes les contraintes possibles. Et sans vouloir faire de pub, parce que pour moi, il n'y a que qui existent, hein, il y a ce qu'on appelle l'ergopack, qui permet de venir cercler. Donc, il y a une espèce de dard qui passe dessous, qui remonte, et vous récupérez on s'appelle le cerclage. Et puis, voilà, le dard, c'est exactement ça. Il passe d'un côté, au bout d'un moment, il remonte quand il n'y a plus rien. Vous n'avez plus qu'à récupérer le cerclage, vous n'avez pas besoin de vous passer dessous, bricoler. Et ça existe avec différentes solutions, dont pour des palettes complètes, un système avec une rampe. Mais il existe aussi des systèmes qui permettent de soulever les palettes ou même de cercler des palettes qui peuvent être en hauteur. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Enfin, aujourd'hui, Ergopack a toute une gamme. C'est plutôt intéressant. Voilà. Ça, c'est intéressant pour vraiment la petite série et de ne pas avoir besoin de te mettre à quatre pattes pour passer le feuillard. Enfin, voilà. Après, au niveau des dévidoirs, donc, quand on a des lots promotionnels, des choses comme ça, il est coutume d'avoir des rouleaux de scotch et puis les personnes, elles prennent, elles découpent. C'est un peu la petite série, l'offre promotionnelle, c'est un peu le mouton à 5 pattes où les gens, ils ont un peu les boutons quand on leur dit cette semaine, on a les lots promo, le panache, des choses comme ça. Rien n'empêche d'intégrer ces rouleaux d'étiquettes ou autres sur des dévidoirs calibrés pour qu'automatiquement vous appuyez, il vous tire l'étiquette l'étiquette ou le scotch, hein, le ruban adhésif avec plus ou moins des dessins, des quantités, des pourcentages de remise d'autres dessus, précalibrés à la bonne dimension pour ne pas avoir besoin de mordre avec les dents, de couper comme ça. Quoi qu'il arrive, à forcer d'une façon ou d'une autre pour découper les rubans. Voilà.
Après, si on a un peu plus de volume, il existe des dévidoirs automatiques où là, on vient paramétrer et le système, quand on appuie sur un bouton, alors ou à chaque fois on appuie sur un bouton, ou dès qu'on en tire un, il nous en ressort un. Voilà, ça c'est encore sur des séries un peu plus conséquentes, c'est intéressant. Après, pour tout ce qui est scotchage, si on va plus loin, on peut aussi avoir la notion de scotchage automatique. Voilà, donc ça, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça commence à être connu, mais voilà, ça a le mérite de dire, on prend le carton, on plie les rabats, on pousse, et le système vient bien scotcher d'un côté, voire des deux, le carton. Voilà. Donc là, on a fait la partie classique. Stéphanie, Françoise, en mettre du temps, je vois qu'il est quand même déjà 58. Enfin 58 58 minutes dans la presse, qui veut dire qu'il est déjà 15 heures. Oui, on a voilà, de quoi c'est avancer l'heure. dessus. Il y a eu des discussions au milieu, donc c'est vrai qu'on a un peu changé la forme, mais Oui, mais on n'a pas d'autres questions là, en tout cas c'est par écrit. bon, là, Présente peut-être plus rapidement là, oui. Ouais, non, mais je pense que c'est intéressant. Alors, il y a un petit bonus logistique. Alors, il ne faut pas que ça vienne phagocyter ce qu'il y a par ailleurs. En tout cas, pour moi, dans l'agroalimentaire, souvent, il y a des choses qu'on trouve partout, c'est la préparation de commandes. Voilà. À un moment donné, vous produisez quelque chose et au bout d'un moment, il faut bien le mettre en rayon, le mettre en pré-expédié, etc. Et puis, on a souvent des zones où on va faire de la préparation de commandes. On vient prélever des articles pour réaliser les commandes qui vont sortir à 11h, à 13h, etc. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui sont intéressantes. La première, c'est la notion de tiroir sur les niveaux bas. Alors, on a souvent des gens qui viennent prélever, qui se faufilent entre deux palettes avec des risques d'accident. Je me dis, pourquoi ne pas simplement avoir des tiroirs qui permettent de tirer les produits et les avoir à hauteur. Enfin, à hauteur. De ne pas avoir à rentrer sous les rayons, quelque part, voilà, sous les rayonnages. Ouais, ça s'appelle un tiroir, c'est assez intéressant. Il peut être comme ça, il peut être plus haut le tiroir. Enfin, il peut avoir une palette un peu plus conséquente, hein. Mais l'idée, c'est que le niveau bas, on puisse le tirer, quoi. Voilà. Ensuite, pour les préparateurs de commandes, il existe des manipulateurs de bobines. Donc là, je ne sais pas si ça répond à ce qu'il y avait tout à l'heure ou pas. En tout cas, qui permettent au préparateur de pouvoir faire sa commande depuis son chariot et de se déplacer avec, quoi. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et après, là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, dans l'agro, on retrouve beaucoup de PTC de ce type-là. L'ordinateur qui permet de faire toute la préparation de commande, à appuyer sur les boutons, à suivre ce qui se passe. Mais finalement, c'est quelque chose qui est assez lourd, qu'on a en permanence dans la main, qui prend un peu des chocs en permanence. Enfin, voilà, il y a plein de contraintes avec ces outils. Aujourd'hui, il y a plein de SI qui sont déportés maintenant dans des tablettes standards et qui permettent, via du Bluetooth, par exemple, d'utiliser des gants. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que déjà, on a beaucoup moins de poids associé. Alors ça, c'est bien. Par contre, si on a beaucoup de répétitions, il y a bien au bout d'un moment où au niveau du pouce, ça peut être une contrainte. Par contre, c'est une solution, je vous en donne une, hein. L'idée, c'est de se dire, plutôt que d'avoir à travailler tout l'ordinateur sur le bras ou l'avant-bras, là, vous déportez l'ordinateur et j'oserais dire, vous pouvez le déporter sur votre chariot de manutention, sur votre chariot de préparation. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout ce poids-là, ce n'est pas votre corps qui le porte en permanence. Votre corps, il a peut-être que l'outil pour doucher, qui potentiellement peut même être automatique avec un douchage automatique, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur le bouton. Voilà. Ça, j'y crois de plus en plus. Je me dis que c'est dommage d'être encore à l'âge du PTC, là où aujourd'hui on peut avoir des choses qui sont quand même beaucoup plus légères, quoi. Voilà. Et à côté de ça, j'oserais dire, il y a aussi une autre technologie qui est, pour l'instant, je la vois très peu dans la logistique, mais je pense qu'il y a un gros devenir, c'est la puce RFID. Voilà. L'intérêt de la puce RFID, aujourd'hui, on parle de code barre et maintenant on est au QR code. Si vous n'avez pas de problématique de sources métalliques qui peuvent faire cache de Faraday, l'intérêt du QR code, c'est que c'est quelque chose qui est transparent. Vous le mettez dans votre caisse, dans votre bac, dans votre carton. Et finalement, vous avez des contrôles automatiques, vous n'avez même plus besoin de faire des contrôles de palettes suite à la préparation de commande pour être sûr que votre palette est conforme, que vous avez bien les bons cartons prévus, etc. Le principe du RFID, c'est qu'on a directement un douchage complet du ou des contenants en un seul coup. Voilà, c'est le principe un petit peu, sans faire de la pub, de Decathlon. Vous achetez un produit Decathlon, vous ne passez plus forcément en caisse, vous posez l'ensemble dans un bac. Tout est scanné et puis vous ressortez. Voilà, c'est les étiquettes qu'on coupe qui font office d'antivol, c'est un peu le principe. Et là, vous pouvez mettre tout dedans. Voilà, donc le gros intérêt, c'est qu'il fait toute la transitique produit. Donc voilà, ça peut être des étiquettes de ce type-là, hein. Voilà, là, on a typiquement, je vous ai mis pour montrer un exemple dans les tickets d'imprimante.
voilà, dans les vêtements. Voilà. Et là, le gros intérêt, c'est qu'on a des tunnels, et à chaque fois qu'il y a un tunnel, ben, tout est scanné. Ça n'empêche pas de faire du douchage à la volée pour des, comment ça s'appelle, des contrôles particuliers. Par contre, vous avez des tunnels par-ci, par-là. Votre produit de chez vous à chez le fournisseur, il n'a pas forcément besoin d'être manipulé pour être contrôlé dans sa traçabilité. Voilà. Voilà, donc ça, je pense que c'est quand même un peu l'avenir. Il y a des contraintes, notamment sur tout ce qui peut faire cage de Faraday, mais c'est quand même à réfléchir dans les projets en 2024, quoi, pour moi. Voilà. Et ben voilà, c'est le petit bonus que je voulais vous donner. À partir de là, après, et ben on a plutôt pour aller plus loin. Donc j'avais le YouTube qui est très très intéressant de CARSAT Pays de la Loire. Donc vous avez le lien qui sera dans le webinaire, où ils ont toute une série de petites vidéos sur spécifications par outil, outillage, typologie de automatisation, convoyage de tâches, et c'est très très pertinent. Voilà. Après, ben, vous avez bien sûr toute la documentation du réseau de prévention. Donc, je ne citerai jamais assez le D950 qui devient de plus en plus exhaustif, puisqu'elle a même intégré le D, alors je ne voudrais plus dire de bêtises sur le nom, c'est sur les circulations. Ça, c'est un peu la Bible. Vous avez tout dedans, ça devient même complexe tellement qu'elle devient grosse, mais c'est vraiment la Bible de toute la conception des situations de travail. Voilà. Et puis après, je vous en donne, il y en a plusieurs qui sont cités. Hein, voilà. Jusqu'à passer commande d'une prestation ergonomique. À voir si ça sera toujours d'actualité dans TMS Pro V3. En tout cas, il y a quelque chose qui permet de standardiser la recherche et l'accompagnement et fiabiliser un peu la chose à la base. Voilà. Voilà, ça fera partie des éléments qui vous seront remis, donc ça ne sert peut-être pas à grand-chose de s'attarder. Ce qui est plus important, c'est ça. C'est le point d'introduction et de conclusion du webinaire qui vous retrace les webinaires qui ont déjà été réalisés avec les liens hypertextes. Donc, voilà, vous pourrez, voilà, d'un webinaire basculer sur les autres. Et donc celui-là, demain, ça sera pareil. Et au fur et à mesure du temps, enrichi avec les autres. Voilà. Et la prochaine fois, on abordera les activités d'expédition logistique qui sont souvent un petit peu des activités un peu plus oubliées. Hein. On parle souvent de la production, mais voilà, donc on parlera chariot, quai, filmage, palettisation. Voilà. Donc, je n'ai pas vu d'autres questions là dans le fil. On essaiera de rajouter dans le PowerPoint qui va vous être envoyé très rapidement quelques noms de fournisseurs. Là, on en mettra plusieurs à chaque fois pour pas essayer de ne pas faire trop de publicité, plus l'un qu'à l'autre. N'hésitez pas, parce qu'on prépare les prochaines thématiques, on pense à nettoyage, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un sujet même plus précis, alors si ce n'est pas maintenant, faites-nous un mail en disant, tiens, voilà le sujet sur lequel on bute, essayez de nous organiser quelque chose là-dessus. Parce que l'idée, c'est de ne pas s'arrêter tout de suite, c'est aussi un lieu de rencontre. Là, vous pouvez prendre des éléments entre vous et puis c'est faire du lien entre les personnes et puis de vous alimenter comme ça dans vos recherches quotidiennes. Voilà. Et donc, effectivement, rien aujourd'hui sur les exosquelettes, puisque ça avait fait l'objet d'un webinaire spécifique. Donc, vous pouvez reprendre le replay. Il suffit de vous connecter pour revoir le lien et puis le diaporama et du coup, revenir vers nous s'il y a encore des questions là-dessus. Oui. On vous remercie, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end.